Bonsoir, je suis ému d'avoir que vous soyez aussi nombreux ce soir, donc merci beaucoup à vous pour votre présence. Alors, je suis photographe, je ne suis pas du tout historien, alors je pense que peut-être certains d'entre vous vont être déçus, mais j'ai souhaité vous parler de la Via Domitia aujourd'hui et de la Via Domitia de demain. Parce que je voulais citer une phrase qui m'a marqué. C'est une phrase de Philippe Lamour qui, en 1980, disait « L'action de rénovation de cet extraordinaire itinéraire n'a pas seulement une grande valeur culturelle, la Via Domitia doit devenir aussi l'élément fondamental du développement touristique de la région. » Alors j'ai souvent en tête une image d'une famille qui a dans son grenier une toile de maître. Tout le monde sait que cette toile de maître est dans le grenier, mais personne ne s'en est jamais préoccupé. Et alors que cette toile, elle est référencée, étudiée, analysée par des tas d'experts, cette famille ne s'est jamais occupée de cette voie, de cette toile. Donc je crois que dans notre région, nous sommes dans la même situation. On a un patrimoine romain qui est important, qui est le plus imposant édifice romain en Occitanie, et on s'en est pratiquement pas occupé, sauf Philippe Lamour qui avait essayé d'initier un certain nombre d'actions dans les années 80 en installant des bornes mulières. Alors, avec une association Via Domitia, nous avons essayé d'imaginer comment on pourrait créer un itinéraire qui partirait du Rhône jusqu'aux Pyrénées. Donc pour cela, il a fallu que des personnes se mobilisent. Donc nous avons travaillé de façon très méthodique avec des personnes qui, chacune sur leur secteur, ont fait des travaux de repérage du tracé de la via. Et surtout, lorsqu'on avait des obstacles comme l'autoroute, la voie des chemins de fer, etc., essayer de trouver des chemins de substitution pour pouvoir avoir une continuité. Donc j'évoquerai tous ces éléments un peu plus tard. Donc je vais vous proposer de faire une petite balade en photo sur les différents secteurs de la Via Domitia sur lesquels on a travaillé. Alors, le travail qui est en train d'être fait par l'association est un travail qui est consigné de façon cartographique. Vous avez sur les... Je vais essayer de trouver le... Voilà. Ici, en rouge, le tracé de la Via Domitia, et en violet, mauve, vous avez des voies de substitution qui ont été proposées pour pouvoir avoir la continuité de Beaucaire jusqu'en Brossoum. Donc voilà, c'est une proposition de tracé. L'idée, c'est de pouvoir rencontrer chaque fois les collectivités locales, les sensibiliser au fait qu'on a un patrimoine exceptionnel avec cette Via Domitia et qu'il suffit simplement de pouvoir mettre des tronçons en liaison pour pouvoir avoir une continuité. Alors là, on est sur le secteur qui va donc de Nîmes jusqu'au Vidourle. Avec chaque fois, donc vous avez en rouge le tracé qui a été confirmé par les différentes études, puisqu'on s'est appuyé sur un certain nombre de connaissances et d'études réalisées. Aussi beaucoup d'archéologues, plusieurs archéologues, notamment certains archéologues aussi de l'INRAP. Et donc je souhaite saluer Mme Catherine Utrera de l'INRAP qui est là aujourd'hui avec nous, qui nous ont aussi accompagnés pour pouvoir déterminer le tracé exact de la via, et ensuite le travail de terrain qui nous a permis de déterminer les chemins de substitution à proposer pour avoir la continuité. Alors, l'un des gros obstacles sur la construction de la voie, c'était le franchissement des fleuves. Et on se retrouve aujourd'hui même sur le tracé que l'on essaie de développer, des obstacles à contourner, notamment sur le Vidourle, sur l'Aude, sur le fleuve de l'Hérault, où on a à chaque fois des contournements nécessaires pour pouvoir avoir une continuité sur la voie. Alors, la voie est ponctuée de bornes millières. Là, c'est à la sortie dans le centre de Beaucaire, les bornes des 5 coins. Et je voulais rendre hommage à Michel Guény, qui a été un des plus importants, je dirais, passionnés de la Via Domitia depuis des années, et qui vient de décéder au mois de juillet. Donc jusqu'à son dernier souffle, il a
porté le projet, il a essayé de construire aussi une nouvelle association. Et il nous disait, comme il était très malade, dans mes insomnies, la Via Domitia me tient compagnie. Les bornes de César, on reviendra tout à l'heure sur ce site particulier, puisqu'on travaille en partenariat avec l'entreprise Edelbert Matériel qui exploite la carrière à proximité. Et on les a sensibilisés au fait de valoriser ce site. Donc il y a une étude, donc l'entreprise a embauché un bureau d'études pour pouvoir faire une étude globale de valorisation du site des bornes de César. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir montrer que la via existe, qu'elle est fréquentée, qu'il y a un usage aujourd'hui de cette voie et montrer très concrètement voilà les éléments aussi que l'on peut découvrir le long de la voie. Avec une borne notamment en manuel qui a été déplacée pour être posée devant l'hôtel de ville. Et on arrive à Nîmes, la porte Auguste, avec l'entrée de la ville au bout de la Via Domitia. L'idée aussi, c'est de montrer que sur cet itinéraire, on a des lieux, des sites, des villes à découvrir. Et l'idée, c'est que l'on puisse accompagner les personnes qui voudraient, à terme, faire le tracé de la Via Domitia sur l'intégralité de la région, de pouvoir découvrir les sites et les villes. Alors, là, ce sont des fouilles récemment menées par l'INRAP sur la rue de Beaucaire, qui a permis de découvrir une voie qui venait converger vers la Via Domitia. Le musée de la Romanité. On parlera tout à l'heure de l'implication forte des musées sur ce projet, puisque nous sommes accueillis, reçus dans les principaux musées de la région. Et voilà, donc avec des bornes milliaires qui ont été installées aussi à l'intérieur du musée. Une autre borne à Bernis et une borne qui est toujours dans sa position d'origine à Échaud. Voilà, donc la démarche que l'on a essayé d'engager, c'est de scinder le tracé, de faire le travail de reconnaissance et de vérifier les données disponibles. Donc tout ça, c'est traduit par la cartographie que vous voyez qui est accessible en ligne. Donc pour les personnes qui seraient intéressées, on peut vous donner aussi l'accès à ce document. Nous avons fait ensuite une réunion. Alors, toutes ces personnes pratiquement 60 personnes ont fait des repérages sur l'ensemble de la région. Nous avons fait une réunion de synthèse au musée Narbovia, c'était en juin 2023, où toutes les équipes qui ne se connaissaient pas et qui avaient toutes travaillé sur le même projet ont pu se rencontrer et puis restituer chacune la partie du tracé qu'elles avaient étudié. Avec donc une conclusion qui était de dire si on utilise des chemins de liaison, on peut arriver à avoir un itinéraire qui parte du Rhône jusqu'aux Pyrénées. Dans certains cas, et notamment sur l'Hérault, on a travaillé sur des diagnostics beaucoup plus précis, de façon à pouvoir solliciter les collectivités locales sur des aménagements nécessaires pour pouvoir travailler sur cette continuité. L'association n'a pas vocation à intervenir. L'association est là pour susciter l'envie, donner envie aux partenaires de s'investir, de traiter le point difficile pour pouvoir, chacun sur son territoire, de façon, voilà, en gardant la maîtrise de leurs aménagements, d'assurer la continuité. Donc, dès le départ, nous avons eu un souci de rigueur scientifique. C'est pour ça que l'on s'est appuyé au maximum sur les études existantes et sur les archéologues qui nous ont apporté leurs compétences. Et nous avons aussi une douzaine de scientifiques qui ont porté des contributions aussi écrites sur une publication dont je vous parlerai un peu plus tard.
Nous avons aussi une autre dimension qui est importante, c'est la dimension associative. C'est-à-dire qu'on aura beau créer une belle voie, imaginons, sur l'ensemble de la région, s'il n'y a pas des associations qui portent des projets de développement, d'animation, etc., on n'arrivera pas à susciter l'envie de découvrir cette voie. On a une autre dimension qui est la dimension territoriale, c'est-à-dire qu'il faut que les collectivités locales s'emparent de ce projet. Et donc nous rencontrons systématiquement les départements, la région qui est déjà aussi impliquée sur le projet, les départements et les intercommunalités. Pour l'instant, on n'est pas en capacité d'aller travailler au niveau des communes, mais les intercommunalités sont déjà assez forts en termes de capacité de répondre à cette continuité. Donc cette application, pour nous, est essentielle. Si on n'arrive pas à avoir les collectivités locales qui s'impliquent sur la valorisation, on n'y arrivera pas. Donc, c'est un élément important. Alors, au terme de ce travail, nous allons nous tourner aussi vers les acteurs économiques, notamment les opérateurs du tourisme, pour essayer de développer un produit qui serait un produit Via Domitia en Occitanie. Voilà, donc je vais vous passer quelques images sur l'Hérault. Voilà où on retrouve donc le tracé qui est assez régulier. Souvent, on est sur des tracés assez rectilignes, sauf lorsqu'on a des franchissements de cours d'eau ou lorsqu'on a éventuellement des reliefs qui amènent à détourner le tracé. Donc, le voyez en rouge, le tracé de la voie et puis les chemins de substitution sur lesquels on a travaillé pour proposer la continuité. Alors, Ambrosum. Alors là, c'est un clin d'œil à l'œuvre de Courbier, voilà, qui avait fait une toile du pont en bois. Et à l'époque, cette toile est au musée Fabre à Montpellier. Et sur la toile, on voit les deux arches, alors que maintenant, il n'en reste plus qu'une. Alors là, on est sur une rencontre avec une jeune fille qui faisait un tronçon de la voie Tolosana, qui est un chemin qui vient se superposer aussi à la Via Domitia, qui est un tronçon du chemin de Saint-Jacques. Donc on voit que cette destination est quand même aussi utilisée par d'autres opérateurs qui développent d'autres projets. Ici, on est à l'entrée de Vendargues avec un passage à gué sur la Cadoule. Alors ici, alors je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a grosso modo sur la Via Domitia deux grands secteurs très intéressants. Les plus riches, je dirais, c'est le tronçon qui va de Beaucaire jusqu'à Redescend, avec les bornes, avec un sentier, un paysage assez beau, assez agréable, et un chemin de randonnée qui est très intéressant. Et ensuite, on a un autre tronçon que l'on a ici, c'est celui de Pinet, qui pourrait permettre de faire sur presque 20 km une continuité aujourd'hui, praticable dès aujourd'hui sur le tracé. Ici, on a une borne qui a été découverte sur place, c'est la borne du 33e mille, qui a été découverte, et cette borne a permis à l'époque à Philippe Lamour de dupliquer cette borne et de la réinstaller sur l'implantation de bornes qui avaient disparu sur à peu près 8 sites sur le long de la Via Domitia. Donc nous pouvons encore aujourd'hui voir ces bornes sur le bord du chemin. Alors le rôle des associations aussi, donc là c'est une association qui s'appelle Si la Via Domitia m'était comptée, qui est à Metz, qui développe chaque mois une balade à pied pour pouvoir découvrir le tronçon de Pinet, donc à peu près 8 km à peu près. Voilà toujours le même tronçon de Pinet, que je vous invite à découvrir aussi. Alors à l'époque, là on a encore des vestiges du travail de Philippe Lamour, avec des panneaux qui présentaient la Via Domitia, et la coupe de Pinet qui permet de voir comment la Via Domitia était constituée avec les différentes superpositions de couches et
de strates supplémentaires qui permettaient au fur et à mesure de remettre en état la Via Domitia. Là, on est à l'entrée de Béziers. Alors, donc voilà, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est valoriser le patrimoine romain des villes avec les anciennes arènes. Des fouilles archéologiques qui ont été menées sur le site d'Ansérune. J'ai oublié d'intégrer le musée d'Ansérune, qui est aussi un lieu important pour nous, puisqu'il a reçu à plusieurs reprises nos réunions de travail. Le canal du Midi qui vient couper la Via Domitia. Et donc, sur ce secteur, on va longer le canal du Midi pour pouvoir retrouver la Via Domitia un peu plus loin. Voilà. Alors, par rapport au rôle des collectivités, on a une élue qui est là, qui est élue à la mairie du Chaux, et donc qui va nous parler peut-être du rôle des élus dans le travail que l'on mène sur la Via Domitia. Donc, Agnès. Voilà, je me présente. Donc, je suis Agnès Roy. Je fais partie du conseil d'administration de l'association Via Domitia Collectif Occitanie. Et je participe depuis maintenant près de 3 ans au projet. Je suis également historienne de formation et je suis aussi adjointe au maire de la commune du Chaux, qui est une commune de 4700 habitants, qui est traversée par la Via Domitia et qui a la particularité d'avoir sur son territoire une borne milliaire qui est en place depuis l'origine, que vous avez vu en photo grâce à Jean-Claude Martinez tout à l'heure. Et je suis également élue à la communauté de communes Rosny-Vistre-Vidourle, dont 6 des 10 communes sont traversées par la voie romaine. Et aussi au PETR Vidourle-Camargue, qui mène une politique active de préservation du patrimoine et de promotion, avec notamment l'inscription en cours labellisation Pays d'art et d'histoire. Donc, si j'interviens ici aujourd'hui, c'est en tant qu'élu pour apporter un témoignage sur ce que les communes peuvent attendre de l'association Via Domitia, ce que le projet qu'elle porte peut leur apporter. Tout d'abord, je voudrais préciser une notion fondamentale, à savoir que l'association n'a pas vocation à imposer telle ou telle action aux collectivités ou à se substituer à leur gouvernance pour réaliser leurs projets. Les maires et les élus locaux sont maîtres dans la conception et la réalisation des projets concernant la valorisation du patrimoine situé sur le territoire de la commune. Donc, nous, par contre, nous pouvons leur apporter une aide. En tant qu'élu, je suis bien placée pour savoir qu'à l'échelon d'une commune, il est difficile d'avoir les ressources nécessaires pour mener à bien un projet de valorisation du patrimoine. Comment, quand on est une commune de moins de 5000 habitants, et je rappelle que c'est le cas de 87% des communes du Gard, comment peut-on retracer l'histoire de sa borne, de son tronçon de voie romaine, l'entretenir, la réhabiliter, la faire connaître, la valoriser, j'en passe? Comment peut-on faire tout ça quand on n'a pas forcément de formation historique, on n'a pas forcément les ressources administratives pour le faire? Tout cela ne peut se réaliser qu'en s'appuyant sur un réseau. Alors certes, les communes peuvent déjà s'appuyer sur la technique des PETR, notamment pour les dossiers de financement. Mais quand il s'agit d'un itinéraire aussi emblématique que la Via Domitia, on ne peut faire abstraction de la dimension territoriale d'un échelon qui est supérieur à la commune, au département, à la région et qui même peut s'inscrire dans un cadre européen. Ce que l'association peut apporter aux élus locaux, c'est donc la mise en relation avec un réseau susceptible de leur apporter des éléments techniques, des éléments historiques, un soutien administratif, leur proposer des contacts, apporter un soutien sous plusieurs formes pour les aider à mieux connaître, entretenir et valoriser la Via Domitia sur leur territoire communal. Je vais prendre un exemple récent. La commune de Millau,
donc proche de Nîmes, avait pour projet de réaliser et d'implanter sur la commune une copie de sa borne milliaire, dont l'original est ici au musée de la Romanité. La commune souhaitait faire une présentation pédagogique pour mettre en valeur cette reproduction facsimilée quasiment à l'identique de l'original. L'élu en charge du projet n'avait pas le temps matériel pour effectuer des recherches historiques pour faire cette présentation. Il a donc sollicité l'association qui lui a fourni des documents sourcés souhaités. Je terminerai, parce que je souhaite être assez brève, par un autre aspect où l'association peut être un recours pour les élus locaux. Dès qu'on aborde le sujet de la Via Domitia, il apparaît immédiatement l'importance de sa dimension spatiale, près de 780 km. Ce qui fait que si on développe en local plusieurs projets, il devient vite intéressant de les coordonner entre eux, de les intégrer dans une dimension géographique supérieure, ne serait-ce que pour mieux les mettre en valeur. Par exemple, indication sur les itinéraires touristiques, panneaux d'information, adoption d'une charte graphique. Ça ne peut pas être fait au niveau communal, ça ne peut être fait qu'à des niveaux supérieurs, ce qui suppose une certaine coordination et l'appui administratif auprès des structures concernées. Les démarches de l'association vont donc dans le sens d'une reconnaissance de cette dimension qui ne peut que favoriser les initiatives locales. Rien ne peut se faire en local sans l'intervention des collectivités. Nous venons en appui à elles, mais en même temps, elles peuvent s'appuyer sur nos propositions pour mener sur place une politique qui va dans le même sens que ce que nous souhaitons mener. C'est pourquoi, l'Union faisant la force, nous proposons aux communautés traversées par la Via Domitia une formule d'adhésion, voire un soutien, qui nous permettra d'avoir une représentativité pour les aider à porter leurs projets. Alors, donc, je vous disais tout à l'heure, l'importance, c'est de s'appuyer sur des connaissances scientifiques. Donc, on est en train de réfléchir aujourd'hui avec un certain nombre de partenaires pour organiser une rencontre qui puisse actualiser toutes les données qui ont été collectées et de façon scientifique, elles puissent être posées en termes d'éléments de diagnostic et d'actualisation des données sur la Via Domitia. Donc, on a besoin aujourd'hui d'un outil solide par rapport à ça. Donc, on travaille avec la DRAC, on travaille avec les communes, les départements. On a aussi l'appui des différents musées, donc le musée de la Romanité qui nous reçoit aujourd'hui et que l'on remercie vivement. Le musée Narbovia qui organisera aussi une présentation dans son parcours permanent d'une exposition sur la Via Domitia à partir du mois de mai 2025. Nous avons le musée d'Anserune et la forteresse de Sals qui dépendent du Centre national des monuments nationaux qui soutiennent parfaitement le projet puisqu'ils reçoivent aussi toutes nos réunions de travail. Le site de Russino dans les PO qui est aussi un des acteurs sur le diagnostic réalisé sur les Pyrénées-Orientales. Et le musée des Corbières à Sigean qui vient de présenter une exposition où a été faite la restitution de l'étude sur le tracé dans la partie audoise. Donc tout ce travail, il faut maintenant le compiler et donc c'est une réflexion qu'on aura menée avec les partenaires pour voir comment de façon scientifique on peut réunir toutes ces données et faire une publication. Dans le même temps, on rencontre, donc je vous l'ai dit, la région, les départements, les agglomérations, et on a des avancées dans un certain nombre de secteurs, avec notamment le département de l'Hérault, où on a travaillé sur les reconnaissances avec les services du conseil départemental pour voir sur les secteurs de la compétence du conseil départemental comment pouvait être aménagé un certain nombre de points. Nous sommes aussi sur plusieurs agglos sur la région et dans certains cas, les agglos ont déjà commencé le travail en envoyant des techniciens sur place pour pouvoir faire le travail de repérage des difficultés à traiter et pouvoir commencer à évaluer les aménagements nécessaires. Nous travaillons aussi en même temps avec le tissu associatif. Aujourd'hui, nous sommes
amis avec une quinzaine d'associations. Donc, je voudrais remercier l'association Hannibal, l'association européenne des itinéraires culturels européens Via Domitia, l'association Pont du Gard et Patrimoine, l'association Patrimoine, l'association Gare au Vélo. Voilà, donc une douzaine d'associations qui sont complètement impliquées aujourd'hui dans ce projet. Donc je vais continuer la petite balade touristique dans l'Aude. Alors l'Aude, c'est un élément assez compliqué pour nous, puisque la Via Domitia... Alors, on a un goulot d'étranglement au niveau des Corbières. On a l'autoroute, on a la voie de chemin de fer, on a la départementale, et bientôt on aura la ligne grande vitesse qui va passer au même endroit. Donc, une grosse difficulté à pouvoir se déplacer dans ce secteur. Donc, nous avons rencontré le parc culturel, le parc naturel de la Narbonnaise. Nous allons nous appuyer sur leurs itinéraires déjà existants. L'idée aussi, c'est que lorsqu'on cherche des voies de substitution, c'est de s'appuyer sur les chemins existants, les chemins de randonnée. Donc, nous avons ici, le tracé que l'on est en train de développer pour arriver jusqu'à Sals et être toujours au plus près de la Via Domitia. Là, nous sommes sur le pont de Pont-Serme, juste à la limite de l'Aude et de l'Hérault. Magnifique. Donc, l'idée aussi, c'est de montrer que la voile existe, qu'on peut l'emprunter dès aujourd'hui. Vous pouvez aujourd'hui décider d'aller faire 15 km sur la Via Domitia. Vous pouvez le faire facilement en découvrant des éléments qui sont intéressants, souvent comme des bornes millières. Ici, le tronçon de la Via qui est le plus connu dans la région, c'est le pavé de la Via Domitia devant l'hôtel de ville de Narbonne. Lorsqu'on parle de la Via Domitia dans la région, on nous dit oui, je l'ai vu, la Via Domitia, elle est à Narbonne. Voilà. Alors que la Via Domitia, elle est partout dans notre région. Alors, le musée Narbovia, qui est aussi partenaire de notre réflexion. Ici, sur le secteur de Fitou-Sijan, on a découvert, en faisant nos relevés, un tracé, une ornière avec l'espace de 145 qui étaient les chars romains. Donc, on découvre ou on redécouvre un certain nombre d'éléments qui existent et qui vont nous permettre d'enrichir aussi l'intérêt de cet itinéraire. Ici, on est sur le Malpasse. Aussi, on a plusieurs niveaux d'ornières qui ont été découverts, qui existaient déjà, qui avaient déjà été repérés, mais oubliés. La particularité, c'est que depuis cette photo, il y a un opérateur d'électricité qui a fait passer une ligne électrique enfouie, et donc un certain nombre de ces ornières ont disparu, puisque voilà. Donc il n'y a aucune manière de protéger aujourd'hui la Via si les collectivités elles-mêmes ne savent pas que la Via Domitia passe sur leur territoire. Le site de la Clotte, où à une époque, plusieurs bornes avaient été regroupées sur le site de la Clotte, qui est un peu à l'écart de la Via Domitia, mais qui mérite un détour, puisqu'on est en plein dans un amphithéâtre naturel, avec au bas le site de la Clotte et plusieurs bornes millières qui existent. Alors là, c'est le tronçon qui mène de Sals jusqu'à Cléra. Nous avons pratiquement 8 km de ligne droite. C'est des beaux paysages. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un peu partout dans la région, on peut faire des tronçons de randonnée sur la Via Domitia. Alors, l'association... je vais reprendre mon fil. Voilà, donc nous sommes en train de structurer l'association. Effectivement, pour faire ce travail, nous avons besoin de personnes qui s'impliquent, des personnes qui ont envie de travailler sur
le terrain, qui ont envie de nous aider à collecter des informations, à faire des relais au niveau des collectivités. Donc si vous habitez une commune touchée, concernée par la Via Domitia, nous vous invitons à nous rejoindre pour pouvoir aller taper à la porte de vos élus en disant qu'ils ont un patrimoine très riche de chez eux, qu'il faut absolument le mettre en valeur et le mettre en lien avec tout le patrimoine régional qui permettrait d'avoir cette continuité. Alors, on a parlé des acteurs associatifs. Donc, je vais donner la parole à Agnès Senicourt, qui est membre de l'association, mais aussi acteur très actif, présidente de l'association Gare au Vélo, et qui est impliquée sur les projets qui concernent la Via Domitia. Bon, je ne suis pas présidente, hein, mais on a un collectif. Mais c'est vrai que la Via Domitia, l'association Gare au Vélo, dès le début, a cherché à aller voir sur place comment était la Via Domitia sur le secteur de Beaucaire, après une conférence qui avait été donnée à Manduel grâce à l'association Connaissance du patrimoine de Manduel, dont Michel Guény, que nous vous avons montré tout à l'heure, était membre très, très actif. Voilà. Donc l'association Gare au Vélo, elle a pour but de développer la pratique du vélo, les déplacements doux en général, mais elle adore visiter le patrimoine. Et après s'être concentrée sur l'aqueduc romain d'Uzès au pont du Gard, eh bien, je suis passée sur la Via Domitia avec grand plaisir. On continue à avoir le patrimoine qui est chez nous, qui est proche et qui est si mal connu. Le pont du Gard, lui, est connu, mais la Via Domitia, on en parle, mais on ne sait pas où elle est. On ne la trouve pas, on ne la voit pas quand on n'est pas fin connaisseur. Donc, j'ai pris mon vélo après une conférence où quelqu'un avait dit qu'elle était dans un état catastrophique dans le secteur de Beaucaire. Effectivement, c'était pas beau à voir. Ma première balade n'a pas été terrible. Et puis, petit à petit, on a découvert la voie entre les bornes de César à Beaucaire et redescend. Puis, on est allé jusqu'à Nîmes, jusqu'à la Porte Auguste. Alors, le fait qu'on ne connaisse pas la Via Domitia et qu'elle ne soit plus mise en valeur, c'est ce qui est le plus embêtant à l'heure actuelle, parce que tout le travail fait par M. Philippe Lamour, que Jean-Claude a cité tout à l'heure, a disparu. Il reste peut-être un petit panneau, il y en a un à Nîmes, à l'entrée de la rue nationale, il y en a un vers Beaucaire, mais il n'y a plus rien. Donc on a vraiment envie que les cyclistes, les promeneurs à pied, qu'ils soient des gens du cru ou qu'ils soient des touristes voyageurs, puissent se nourrir et connaître cette Via Domitia, parce qu'il n'y a rien de plus agréable que de voyager en découvrant le patrimoine. Alors par chance, cette voie, même si elle n'est pas entretenue, elle est quand même classée, donc elle est protégée sur certains secteurs. Notamment, il y a toute la partie Beaucaire-Redescend qui est classée, qui fait en gros 8 km. Elle est classée parce qu'il y a de nombreuses bornes miliaires in situ qui n'ont pas bougé depuis leur placement. Le mille romain a été mesuré à cet endroit entre deux bornes, entre Jonquière et Redescend. Donc c'est quelque chose qui est quand même très important et qui nous semble mérite d'être mis en valeur, d'être fléché pour inciter le touriste à s'emparer de ce patrimoine. Alors, s'il n'y avait pas eu, sans Via Domitia, je crois qu'on pourrait dire qu'il n'y aurait pas de monuments romains, il n'y aurait pas de ville romaine à visiter. La Via Domitia, ça a été la conquête romaine et c'est grâce à cette voie qu'on a maintenant tous ces beaux monuments, il n'y aurait pas non plus de musée de la romanité, peut-être, si la Via Domitia n'avait pas existé. Alors, comme Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, c'est le plus grand monument romain et c'est le seul qui, à l'heure actuelle, est un peu à l'abandon, un peu oublié. Donc, notre association cherche à sensibiliser les collectivités et le meilleur moyen, peut-être, c'est aussi de donner envie aux gens qui se promènent, aux gens ordinaires, disons, d'aller redécouvrir leur territoire. Alors, dans le Gard,
la Via Domitia, elle fait déjà partie d'un maillage de randonnée pédestre, enfin, dans le Gard côté Beaucaire, puisqu'elle est sur les réseaux locaux d'espaces et sites. Mais elle n'est pas valorisée. Elle a beau être sur des chemins alors que nous, on appelle ça les chemins de petite randonnée. En fait, c'est les chemins de promenade qui sont fléchés avec des petits panneaux jaunes que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être. Mais la Via Domitia n'est pas spécialement indiquée. On y passe, mais on ne sait pas bien ce que c'est. Alors, on aimerait retrouver une mise en valeur avec des panneaux comme il y avait avant. Il y a encore des vestiges de panneaux qui sont illisibles. Il faudrait qu'on retrouve des panneaux lisibles, qu'on retrouve une charte graphique qui indique la voie pour que le touriste à vélo s'y retrouve. Alors, on a testé, moi j'ai testé à l'occasion des fêtes de mai à vélo. J'ai testé avec des groupes à vélo, que j'ai invité les gens à venir. J'ai testé la partie Beaucaire-Nîmes jusqu'à la Porte Auguste. Ben, ça a été très bien. Les gens étaient contents. Ils ont découvert des choses qu'ils ignoraient, qui étaient tout près de chez eux. L'année d'après, pour le mai à vélo de l'an dernier, j'ai testé une boucle romaine, toujours au départ de Beaucaire. Il y a des gens ici qui y étaient, je les reconnais. Cette boucle, elle a bien plu aussi. Et cette boucle, elle utilise aussi, et je pense que sur la cartographie, mais Jean-Claude, tu ne peux pas remettre les cartes, mais on en reparlera peut-être à la fin. Il y a la Via Domitia historique, il y a la Via Domitia actuelle telle qu'on peut la parcourir, puis il y a aussi la Méditerranée à vélo, qui est une voie cyclable, elle, européenne, qui s'appelle l'Eurovélo 8, ou Méditerranée à vélo, et qui n'est jamais très loin de la Via Domitia. Donc l'idée a été sur Beaucaire, mais on peut le reproduire un peu partout, d'offrir des boucles cyclables culturelles à partir de la Méditerranée à vélo, où il y a souvent beaucoup de monde. Et l'idée d'attirer le touriste qui roule en France en traversant le sud de la France et les 4 fameux départements, les mêmes que pour la Via Domitia, de l'attirer vers la Via Domitia par des boucles. Ces boucles sont l'occasion non seulement de découvrir le patrimoine romain, mais aussi le patrimoine agricole, le patrimoine des producteurs locaux. Et dans la zone de Beaucaire, on a la chance d'avoir le mas des Tourelles, qui est un mas que beaucoup de gens connaissent, qui a des vestiges romains avec des fouilles très importantes. Il y a aussi le mas des Mourgues du Grèce, qui est pas loin, qui est moins connu. Et cet ensemble-là offre la possibilité de faire des boucles que le tourisme, que les offices de tourisme pourraient mettre en valeur et donc aider au développement économique du territoire. Comme je ne veux pas répéter trop ce qu'ont dit mes collègues, je vais peut-être m'arrêter là. L'idée aussi pour le tourisme, ça serait de mettre la Via Domitia à portée de promenade à partir des gares. Alors on a la gare de Beaucaire maintenant qui est très bien équipée, qui est un pôle d'échange multimodal qui est tout neuf. Bon, il y a la gare Nîmes-Pont-du-Gard, qui en fait est la gare de Manduel. Et permettre aux touristes d'arriver en train, puis de visiter à vélo et de repartir en train, ça aussi, ça a un attrait touristique important. J'organise donc, je vais finir sur ça, mais Jean-Claude en parlera à la fin. Si tu veux. Ça marche. Merci. Alors, comme nous sommes une toute petite association, vous avez compris, on a besoin de forces vives. La Via Domitia fait grosso modo 260 km, traverse 4 départements, 89 communes. Donc c'est énorme en termes de projet pour pouvoir mobiliser tous les acteurs. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être une stratégie à mettre en place pour être efficace, c'est-à-dire s'appuyer d'abord sur les secteurs qui sont les plus faciles. Donc on a repéré sur le tracé, sur chaque département, un tronçon qui pourrait être aménagé rapidement, facilement par les collectivités, puisqu'il n'y a pratiquement pas d'infrastructure à faire, d'aménagement.
Donc sur le Gard, on aurait un tronçon qui irait de Beaucaire jusqu'à Manduel, qui serait sur 15 km, sur un tronçon, l'un des plus beaux tronçons de la Via Domitia. Sur l'Hérault, on aurait un tronçon qui pourrait aller, qui pratiquement est praticable aujourd'hui. Il suffit de savoir où il est. On peut faire des randonnées, mais il faut que les collectivités se l'approprient aussi. De Poussan à Saint-Ibéry, sur une distance de 20 km. Donc ce sont vraiment des très beaux tronçons. Un autre tronçon dans l'Aude, depuis l'étang de Capestan jusqu'à Narbonne, 12 km, en sachant qu'on peut aujourd'hui pratiquement faire le tronçon Béziers-Narbonne sur la Via Domitia sans aucune difficulté. Ensuite, un tronçon dans les Pyrénées-Orientales entre Sals et le site de Russino qui fait 20 km. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer de se focaliser prioritairement sur ces secteurs pour sensibiliser les collectivités et avancer sur le projet. Nous comptons surtout sur l'émulation que cela pourrait créer, le fait que des communes s'engagent et donc amener d'autres communes à avoir envie de partager le projet. Alors, on peut être considéré comme des doux rêveurs, mais je voulais vous rappeler quelques chiffres. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, c'est entre 20 et 25 000 pèlerins par an. Le chemin de Stevenson, c'est entre 5 000 et 8 000 randonneurs par an. La Loire à vélo, c'est 1,2 million de fréquentations de cyclistes par an. La Via Rona, c'est plus d'1 million de cyclistes par an. Le gros intérêt aussi, ce que disait Agnès, c'est qu'on vient rejoindre la Via Rona au niveau de Beaucaire. Il suffirait de raccorder, et ce que propose la réflexion qui est en train d'être engagée par la communauté de communes, c'est de commencer à s'intéresser à la Via Domitia. Donc on pourrait avoir de la Via Rona une jonction vers la Via Domitia et avoir déjà sur un tronçon assez beau, une fréquentation. Donc l'idée, c'est que chaque année, on puisse augmenter le nombre de kilomètres disponibles sur la Via Domitia pour pouvoir avoir presque, je dirais, un indicateur, nombre de kilomètres disponibles sur la Via Domitia en Occitanie. Alors, je vais continuer sur les images des Pyrénées-Orientales. Alors, la Pyrénées-Orientales aussi, ce qui est intéressant, c'est que nous avons 3 équipes différentes qui se sont partagées le département. Ce que je dois dire, c'est que tout le travail qui a été fait là, ça a été fait bénévolement, que ce soit la cartographie, que ce soit les relevés. Personne n'a présenté la moindre note de frais pour les déplacements. Ce sont des personnes qui sont passionnées, qui se sont investies. Et là, nous avons une première équipe qui a fait le diagnostic entre la partie haute, qui est le Salt, le château, la forteresse Salt, jusqu'à Russino, qui est ici. Ensuite, nous avons une autre équipe qui a fait le travail de relevé et de repérage sur ce secteur-là. Et ensuite, une autre partie sur le secteur de la vallée du Rhône, avec notamment Georges Castelvy, qui est l'un des auteurs, avec Jérôme Cotarba et Jean-Pierre Comps, de notre, je dirais, document de référence qui a fait l'étude de la Via Domitia il y a déjà un certain nombre d'années et qui ont fait un diagnostic très très précis de la Via Domitia sur toute la région. Voilà, donc voilà comment se présente la Via Domitia. Ça donne envie d'y aller, je pense. Avec le site de Russino, qui n'est pas un musée, qui est un centre de ressources archéologiques qui est ouvert au public ponctuellement sur des manifestations. Avec en photo Laurent Savarès, qui est le responsable du site et qui est aussi très impliqué sur le projet. Les réserves du site de Russino, avec un arrière-plan le président d'une association Circe, qui est impliqué aussi sur le projet. Alors, certainement la personne référente qui a le plus travaillé sur la Via Domitia et notamment sur la partie des Pyrénées-Orientales, c'est Georges Castelvy, qui est archéologue et qui est ici en premier plan, en train de travailler avec
les bénévoles de l'association pour pouvoir entretenir le col de Panissar, qui est le franchissement pour arriver en Espagne. Voilà les ornières du col Panissar. Alors c'est là où on a discuté tout à l'heure, où s'arrête la Via Domitia et commence la Via Augusta. Voilà, donc la Via Domitia part du col du Mont de Genèvre jusqu'au col de Panissar. Ensuite, elle change de nom. En fin de compte, il y a deux parties, c'est-à-dire la partie en PACA et la partie en Occitanie. Et donc, notre travail était de porter sur la partie Occitanie. Voilà, donc, je ne vais pas être plus long. Donc, là, je me suis ici présenté plutôt en tant que membre de l'association Via Domitia, mais en même temps, je suis photographe et je n'oublie pas mon métier de photographe. Vous avez vu les photos. Ces photos vont faire l'objet d'un livre qui va être publié début novembre et qui reprendra les notices de tous les archéologues qui ont travaillé sur le projet. Un texte introductif de Dominique Garcia, qui est le président national de l'INRAP, qui nous a apporté un gros soutien sur le diagnostic, avec donc une expo qui va pouvoir être itinérante ensuite et une présentation sur... au mois de mai au musée d'Arbovia. Alors, je vais repasser la parole à Agnès qui va nous parler de la manifestation. L'idée aussi, c'est que des associations s'emparent du projet et portent des projets d'initiative pour valoriser la Via Domitia. Merci. Donc, dans l'esprit de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire de donner le goût aux gens de découvrir concrètement, après avoir organisé 2 journées de mai à vélo, pour la fête nationale des voies vertes, parce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure que notre association Gare au Vélo est membre de l'association française pour le développement des voies vertes et véloroutes, et il se trouve qu'en tout le mois de septembre, c'est la fête nationale des voies vertes, et que ce sont les 20 ans de cette fête cette année, et que donc j'ai trouvé sympa de marquer le coup de cette fête sur la Via Domitia, d'autant que je croise les doigts parce que je crois bien que la communauté de Terre d'Argent, enfin son président, M. Martinez, me l'a dit souvent, a un projet de mettre en valeur la Via Domitia pour la pratique touristique et à vélo. Donc c'est l'occasion de dire aux gens, venez, on en fait pour tous les goûts. Alors vous voyez le programme là que vous pourrez retrouver sur le site de notre association. Vous tapez Gare au Vélo, puis vous verrez tout notre agenda. Et dans l'agenda, le 28 septembre, vous aurez ce programme détaillé. Il y a de nombreuses associations qui participent. On essaye de faire plaisir à tout le monde. Il y a la découverte à vélo avec quelqu'un de l'association de Manduel qui commentera les bornes. Il y a une balade un peu à pied, puis en voiture, pour aller de borne en borne pour les gens qui sont moins sportifs, qui ont envie de se déplacer confortablement. Là, il y aura encore un prof d'histoire qui commentera, qui guidera. On aura l'association de Nîmes, je ne sais pas si elle est représentée ici, Carpe Fush, qui s'amusera à faire des petits défilés en costume romain aux bornes de César et puis ailleurs aussi. On fera visiter un membre d'une association de Jonquière-Saint-Vincent, fera visiter la chapelle Saint-Laurent, cette belle chapelle qui est au bord de la départementale et qui est toujours fermée, sauf exception. Là, on la fera ouvrir. Et dedans, il y a des bornes miliaires qui ont été déplacées de la Via Domitia et qui sont devenus les soutiens du chœur de la chapelle. Vous pourrez les voir. Ça sera commenté aussi par un prof de lettres classiques à la retraite, mais qui est aussi archéologue de formation. Après, on fera un pique-nique sympa, puisque l'idée de ces fêtes, c'est qu'on s'amuse, on se détend, on se cultive et on fait le tout dans la joie. Donc un pique-nique, chacun pique-niquera où il voudra, selon la météo, soit auprès de la chapelle, soit à la salle socio-culturelle que la mairie de Jonquière, que je remercie ici, nous prête. L'après-midi sera à l'abri, c'est-à-dire que quelle que soit la météo, s'il nous faut annuler les activités du matin, l'après-midi, elle, sera maintenue. Nous aurons une conférence faite par Michel Texier, qui est membre de cette très belle association patrimoniale Pont du Gard et Patrimoine. Il y a des représentants présents ici.
Pendant cette conférence, même ça commencera un petit peu avant, la médiathèque de Jonquière propose aux enfants, entre 6 et 12 ans en gros, de s'amuser à créer des accessoires, des tenues romaines. Alors ils vont fabriquer toutes sortes de choses. Ils ont des patrons à découper pour faire des tenues. Et ils repartiront avec une photo où on leur enverra la photo par mail. Mais ça permet aussi aux enfants de les sensibiliser à la Via Domitia qui est chez eux, hein, qui est à côté, puisqu'elle passe dans Jonquière. Il y aura bien entendu, après la conférence de Michel, la présentation que fera Jean-Claude de notre association, le Via Domitia Collectif Occitanie, et un débat, un échange. Et puis la cave des vignerons de Jonquière, qui a un millésime 1010, qui est le 1010, la borne 10 qui est sur leur territoire. Ils ont créé cette cuvée depuis quelques années. Donc, ils offriront le verre de l'amitié avec la mairie de Jonquière, toujours sur le thème de la Via Domitia. Bon, je suis un peu de côté, je ne vois pas tout, mais je pense que je n'ai rien oublié. Je vous invite à venir, chacun avec vos attentes, vos goûts, vos capacités, à partager cette fête qui fera parler de la Via Domitia et qui donnera peut-être envie encore plus aux collectivités locales concernées de s'occuper de la valoriser. Voilà, on arrive au bout de notre balade que l'on vous a proposée sur la Via Domitia. Vous avez là la couverture du livre qui va sortir début novembre. Voilà, donc nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous avons aussi, pour les personnes qui voudraient, des bulletins d'adhésion à l'association. Et surtout, si vous avez envie de vous impliquer, parce que c'est une très très belle aventure, c'est des passionnés. Et nous avons un grand plaisir à travailler ensemble sur un projet qui très rapidement va nous dépasser parce qu'il va être réapproprié par les collectivités, par les opérateurs, etc. Et c'est ce que l'on souhaite, c'est-à-dire que nous, on ne souhaite pas être les maîtres d'ouvrage de l'opération. On souhaite que le projet, petit bout par petit bout, nous échappe et que qu'au bout du chemin, on puisse avoir un itinéraire qui irait du Rhône jusqu'aux Pyrénées. Donc je vous invite à rejoindre l'extraordinaire aventure de la Via Domitia en Occitanie. Merci à vous.